Bonsoir Emmanuel Bompard, vous êtes Bonsoir. député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Vous nous direz ce que vous pensez de cette affaire. On va tout de suite écouter d'abord Yacine Bouzrou, qui est l'avocat de la famille de la victime. La vidéo montre clairement que les policiers ont menti en indiquant que leur vie était en danger et en indiquant que le véhicule a tenté de les percuter. Donc bien entendu, grâce à cette vidéo, nous pouvons savoir que la version donnée par les policiers est fausse. Et j'espère que la justice en tirera toutes les conséquences en les poursuivant rapidement pour les infractions pénales extrêmement graves. La famille est sous le choc. Ils viennent d'apprendre aujourd'hui qu'un jeune homme donc de leur famille de 17 ans est décédé, donc ils sont sous le choc. Une enquête a été confiée à l'IGPN. Le policier est actuellement même en garde à vue pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Votre réaction ? D'abord dire bien sûr mon émotion et mes pensées pour les proches de ce jeune homme de 17 ans qui a été tout simplement abattu dans sa voiture. Alors certes, il a fait un refus d'obtempérer. Et certes, c'est pas bien de faire un refus d'obtempérer puisque c'est contraire à la loi. Mais la loi, elle dit pas que quand on fait un refus d'obtempérer, dans les peines encourues, il y a la mort. Et malheureusement, ce fait-là, il vient s'ajouter à d'autres faits qui démontrent que, notamment depuis le changement de la loi en 2017, le nombre de personnes qui sont décédées suite à un refus d'obtempérer, malheureusement, sont en progression croissante. La police tue ? Là, en l'espèce, manifestement, c'est le cas. Ça ne veut pas dire qu'elle tue tout le temps, bien sûr. Mais là, en l'espèce, elle le fait. Et elle le fait manifestement, si l'on en croit les images. Certes, il y a une enquête qui est en cours et elle dira ses conclusions. Mais si on en croit les images, en tout cas, là, elle le fait alors que les circonstances dans lesquelles elle le fait ne correspondent pas aux conditions ou aux règles dans lesquelles l'usage de l'arme et l'usage de la force sont autorisés. Puisque vous le savez, il est possible d'utiliser son arme si la personne, le policier en l'occurrence, ou une autre personne sont en danger de mort. C'est voient leur intégrité physique menacée. Et là, manifestement, c'est pas le cas. La vidéo le démontre. Contrairement d'ailleurs aux premières déclarations, y compris de la police ce matin, dans les médias, de sources policières qui disaient la personne était devant le véhicule, le policier était devant le véhicule et donc il était menacé. Donc, pour vous, la police a menti ? Les policiers ont menti. Je ne sais pas qui s'est adressé aux médias ce matin, mais deux sources policières, c'est ce qui figurait dans les articles de presse ce matin. Il était dit deux sources policières, les policiers se trouvaient devant le véhicule et donc étaient menacés. Donc là, clairement, il y a quelqu'un qui a menti, alors, oui. Clairement, de ce point de vue-là, vous avez raison. On voit clairement sur l'image que le policier était à côté de la voiture et que le départ de la voiture ne le mettait pas en danger. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que faisait le jeune homme et s'il ne menaçait pas le policier à l'intérieur de la voiture. Dans les images, en tout cas dans les vidéos telles qu'elles ont été précisées, on ne voit pas ce qui se passe effectivement on ne voit à pas, l'intérieur là, on du voit véhicule. une image arrêtée, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur du véhicule. Je suis d'accord avec vous, mais il y aura donc une enquête. Mais vous entendez bien qu'à partir du moment où la version qui est ressortie de la part de certains policiers manifestement ne correspond pas à ce qu'on voit dans cette image, au moins ça pose une question qui est une question importante et qui donne le sentiment qu'il y a eu une volonté de protéger ce qui s'était passé. Là, vous trouvez le policier est en garde à vue ? Est-ce que l'État fonctionne normalement de ce point de vue-là ? On verra, il faut aller jusqu'au bout de l'enquête. Le problème, vous le savez très bien, donc la garde à vue c'est normal, c'est bien, il y a une enquête, elle va avoir lieu. Malheureusement, dans ce type de cas, on dit souvent, mais vous inquiétez pas, l'IGPN est saisi et on sait très bien que dans toutes les procédures qui vont jusqu'à l'IGPN, un certain nombre d'entre elles ne donnent lieu à aucune sanction. Parfois parce qu'on dit, et c'est la version officielle de l'IGPN, il n'est pas possible d'identifier le policier, notamment parce que parfois il ne porte pas le numéro normalement obligatoire pour pouvoir procéder à son identification. Donc malheureusement, il ne suffit pas que l'IGPN soit saisi pour que justice soit faite. Je souhaite que justice soit faite et je souhaite que ces policiers, si effectivement, comme les images semblent le montrer, ils n'ont pas respecté la règle, ils soient sanctionnés. Parce que, encore une fois, un jeune homme de 17 ans a perdu la vie, c'est quelque chose de grave. Et depuis qu'on a changé la loi, depuis 2017, il y a eu à peu près 2 fois plus de décès suite à des refus d'obtempérer entre 2017 et 2022 qu'entre 2002 et 2017. D'où ma question, vous incriminez la loi ou le comportement des policiers ? Mais d'abord, je n'incrimine pas le comportement des policiers. Non, mais vous comprenez, en l'espèce. Vous avez souvent dit, là, on a un problème avec la police républicaine qui ne se comporte pas toujours comme il faudrait. Elle se comporte pas toujours. C'est ça, c'est un problème de comportement de certains policiers ou c'est un problème de cadre législatif ? Mais les deux. Là, manifestement, je vois bien qu'il y a eu non seulement des policiers qui...
semble-t-il, l'enquête le confirmera, n'ont pas respecté la règle et, encore pire, une institution policière qui manifestement a voulu les protéger. Ce qui, ça aussi, pose problème. Et ensuite, il y a quelque chose qui est relatif du changement législatif, puisque la loi a changé en 2017 sur les refus d'obtempérer, en quelque sorte pour faciliter l'usage de l'arme. Et depuis ce changement législatif, le nombre d'usages d'armes où le nombre de personnes décédées suite à des refus d'obtempérer ont augmenté. Donc honnêtement, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais le ministre l'a démenti tout à l'heure à l'Assemblée. Justement, je veux donc vous dire que le ministre a menti devant la représentation nationale. Vous vérifiez les chiffres que je vais vous donner si vous voulez. Entre 2017 et 2022, 30 personnes sont mortes suite à un refus d'obtempérer. Entre 2002 et 2017, 17 personnes sont mortes pour refus d'obtempérer. Donc il y a une augmentation importante du nombre de décès. Gérald Darmanin a dit exactement l'inverse à l'Assemblée tout à l'heure, il a menti. Oui, manifestement il a menti. Vous pouvez vérifier mes chiffres si vous voulez, ils sont sourcés. Le journal Bastamag a fait notamment cette enquête. Il y a un article qui est disponible sur Internet qui précise ces chiffres. Je vous invite à les vérifier. Dernier point sur cette affaire, il commence à y avoir des incidents à Nanterre. Est-ce que vous appelez au calme ce soir ? Mais bien évidemment qu'il faut du calme, bien sûr. Mais moi, j'ai toujours dit que pour qu'il puisse y avoir du calme, il faut de la justice. Parce qu'il y a de la colère. Et que les gens, ils comprennent pas. Et que les gens, ils ont l'impression que, tout simplement, ce jeune homme a été abattu, que la police a essayé de le protéger. Et donc, si on veut que les conditions pour le maintien de la paix, du calme soient respectées, il faut que la justice agisse vite, et que les responsables politiques qui, par leurs interventions, cherchent à minorer la gravité de ce qui s'est passé ce matin, se taisent. Et arrête de faire ça, parce que quand ils font ça, ils jettent de l'huile. Là, vous parlez de la droite et l'extrême droite ou du gouvernement ? Je parle de la droite, de l'extrême droite, mais j'ai vu aussi un certain nombre de députés macronistes dire oui, c'est pas bien, mais en même temps, comme souvent, vous savez, quand il y a des violences, on nous dit oui, mais vous dites toujours mais quand vous condamnez. Là, j'observe que les indignations sont manifestement à géométrie variable, parce que j'ai entendu des dire oui, certes, il y a eu un mort, mais quand même, les refus d'obtempérer, c'est grave. Personne n'a jamais dit que les refus d'obtempérer, c'était pas grave, mais les refus d'obtempérer, et d'ailleurs, quelque délit que ce soit dans notre pays, je vous rappelle qu'on a aboli la peine de mort. Donc la mort ne fait pas partie des sanctions, même quand quelqu'un ne respecte pas la loi. Ça me paraît être un principe républicain assez élémentaire. Au deuxième jour de sa visite à Marseille, le président de la République dit vouloir un débat sur la durée des vacances d'été. On écoute Emmanuel Macron. Vos enfants, ils ont des parents qui sont là, ont l'apprentissage, des savoirs. Et je pense que vos enfants, vous allez faire attention qu'ils fassent des carnets de vacances. Peut-être vous allez les mettre, je ne sais pas quel âge ils ont, dans les vacances apprenantes. Pour ceux qui sont les plus avancés, vous allez leur payer des stages linguistiques, etc. Les enfants du quartier, ils sont rendus avec peu d'infrastructures sportives, dans des familles qui sont déjà en difficulté. L'inégalité revient. Quand on a les vacances de 3 mois, l'inégalité revient. On a mesuré ça. Les enfants, ils reviennent au 1er septembre avec les compétences qu'ils avaient un mois et demi avant l'arrêt des cours. Il a raison, le président de la République. Ce sont les enfants des milieux populaires qui souffrent, qui pâtissent le plus scolairement parlant des longues vacances. Peut-être, et je suis d'accord pour qu'on en discute, mais excusez-moi, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. On a eu ce débat nulle part. Il y a le président de la République qui va 3 jours à Marseille. Oui, d'accord, mais sauf erreur de ma part, il y a un ministre de l'Éducation nationale dans ce pays, non ? Il a disparu, il n'existe plus. Donc, depuis 2 jours, vous avez le président de la République qui vient et qui égrène comme ça des annonces qui, pour un certain nombre d'entre elles, je me permets de le dire, et c'est le cas pour celle-ci, par exemple, mais sur celle qu'il a fait hier sur le collège de 8h à 18h, on pose une difficulté majeure, qui est une question quand même de qui va faire ? Qui va faire le collège de 8h à 18h ? Qui va faire la prise en charge des élèves au moment des vacances scolaires si on réduit la partie des vacances scolaires? Les profs, au lieu que oui, d'accord, mais vous êtes au lieu d'arrêter le 3 juillet, ils arrêteront le 20 juillet. D'accord, mais est-ce que vous êtes au courant, Gilles Bernstein, que pour l'instant, le collège de 8h à 18h, dans un certain nombre d'établissements scolaires, c'est de 8h à 13h, parce qu'il y a des profs qui n'ont pas été remplacés. Je ne parle pas de ça. Parce qu'il y a des gars... Bah oui, mais moi, c'est de ça dont je parle. Sur cette mesure... Oui, mais moi, je vous parle de ça. Je vous dis, ok, je veux bien qu'on discute. Moi, je suis d'accord pour qu'on discute de tout, y compris des rythmes scolaires, etc. Il n'y a pas de problème, débattons-en. Mais je vous dis, ça sert à rien de faire des annonces comme ça si après on pose pas la question de quel est le dispositif humain, avec quelles conditions de rémunération qui permettent ensuite que ça soit effectif. Voilà. Parce que... Mais les profs, ils sont payés pendant l'été. Ils peuvent être payés pour bosser jusqu'au 20 juillet. Qu'aujourd'hui, ils sont payés à rien faire.
Je parle pas de l'année, je parle des vacances. Oui, d'accord. Bon, Oui, mais... à partir de la sortie, alors les profs travaillent beaucoup pendant l'année, il n'y a pas que le temps scolaire, on est d'accord, mais pendant les vacances, ils sont en vacances. Donc vous considérez que c'est la proposition... Non mais je vous pose une question. Vous me dites qu'il faut des moyens supplémentaires. Oui. Pour raccourcir les vacances, non. Bah si, je vous dis si, parce que sauf à considérer qu'aujourd'hui il y a des vacances indues du côté des enseignants sur lesquelles on va reprendre pour en créer du temps de travail. Je ne suis Donc pas les d'accord 2 mois avec de cette vacances, proposition. les 2 mois de vacances des profs l'été sont indus, et pour ça il ne faut pas se poser la question. Non, c'est pas ce que j'ai Mais dit. si, J'ai dit que c'est vous qui manifestement. Sont dus. Les 2 mois de vacances sont dus et les raccourcir poserait problème. Bah en l'occurrence elles sont bien dans la loi aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Personne ne respecte. Bon, donc vous êtes en train de dire. Ou peut-être que le président de la République, par cette proposition, pour être plus juste, dit donc qu'il y a des vacances pour les enseignants aujourd'hui qu'on va réduire pour faire du temps scolaire. Si c'est utile pour les enfants des quartiers populaires. Eh ben, si c'est utile pour les enfants des quartiers populaires, ce qui reste à démontrer, dans ce cas-là, on crée des postes supplémentaires d'enseignants. À un moment, faut arrêter les histoires avec leurs annonces tous les 2 jours. Le président de la République, ce matin, était dans le quartier nord de Marseille, le 15e et le 16e arrondissement de Marseille. Cet été, il y a 8 classes qui vont fermer dans des écoles. Du 15e et du 16e arrondissement de Marseille. Donc moi je veux bien que le président de la République, tous les 3 ans, il aille 3 jours à Marseille et dire voilà, j'ai trouvé la solution pour tout faire, sauf que après quand il part, il y a la question de la mise en œuvre concrète ensuite des mesures qui se posent. Et là aujourd'hui, très concrètement, à l'heure où on se parle, il y a des parents d'élèves, des enseignants qui manifestent contre la fermeture de classes dans les quartiers nord de Marseille. Donc si vous voulez me parler de ce qui est bien pour les habitantes et les habitants des quartiers populaires, en particulier à Marseille, mais c'est vrai dans tout le pays, la première chose à faire, c'est pas d'inventer des nouvelles annonces, c'est déjà de faire en sorte qu'il n'y ait pas des classes qui ferment. Voilà. Et ça, mon collègue Sébastien Delogu l'a dit au président de la République ce matin, et nous on attend un engagement ferme du président de la République ou du ministre de l'Éducation nationale pour dire il n'y aura pas une seule classe fermée dans les quartiers nord de Marseille. Pourquoi vous n'y étiez pas à Marseille d'ailleurs, vous, parce que c'est votre circonscription, donc l'accueil républicain d'un président de la République, ça se fait. Ce matin, c'était pas dans ma circonscription. Le MUSEM, là, une intervention ce soir, et effectivement, le MUSEM fait partie de la circonscription qui est la mienne. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous le savez, on était à l'Assemblée nationale, il y avait une séance de questions au gouvernement, et on discute d'un projet de loi sur le partage de la valeur, dans lequel nous portons un certain nombre de propositions pour l'augmentation des salaires. Et je pense que les Marseillaises et les Marseillais, ils sont aussi intéressés au fait qu'on se batte pour augmenter leur salaire en siégeant à l'Assemblée nationale, plutôt que j'aille participer, si vous voulez, à applaudir la dernière tournée du président de la République. Est-ce que vous irez ce soir, en revanche, au rassemblement pour soutenir la rédaction du Journal du Dimanche ? Ce soir, non, parce que je vais être dans l'hémicycle, mais en tout cas, nous avons, avec mon groupe de la France Insoumise, publié un communiqué hier qui, effectivement, s'inquiète et dénonce la volonté de nommer comme directeur de la rédaction du Journal du Dimanche un journaliste qui est issu du journal Valeurs Actuelles, dont je vous le rappelle quand même, donc ça me touche et ça nous touche, la France Insoumise en premier lieu, avec caricaturé ma collègue Danielle Obono, et ensuite le journal a été condamné pour racisme. Donc le fait que cette personne qui était directeur de la rédaction de ce journal se retrouve comme directeur de la rédaction du Journal du Dimanche, effectivement me pose un problème qui est un problème majeur. Et ça pointe, je crois, un problème supplémentaire qui est la question tout simplement de la liberté de la presse et de l'indépendance des journalistes quand ils sont soumis à des intérêts économiques et financiers puissants. C'est le cas avec monsieur Bolloré, mais il y a une poignée de milliardaires aujourd'hui qui concentrent à peu près l'essentiel des médias privés dans ce pays. Et nous avons fait une proposition de loi au mois de novembre dernier pour une loi de déconcentration des médias, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une concentration comme ça de l'ensemble du système médiatique dans quelques mains de quelques milliardaires. J'aimerais, c'est ce que nous avons demandé dans notre communiqué hier, qu'enfin on puisse débattre de ce texte de loi à l'Assemblée nationale. La ministre Rima Abdul-Malak a réagi sur Twitter. Elle craint pour les valeurs républicaines. On va voir son tweet. Mon rituel du dimanche était de me réveiller avec le JDD. Aujourd'hui, il ne paraît pas. Je comprends les inquiétudes de sa rédaction. En droit, le JDD peut devenir ce qu'il veut. Est-ce qu'il respecte la loi, mais pour nos valeurs républicaines? Est-ce que c'est à la ministre de s'inquiéter? Mais elle peut s'inquiéter, mais écoutez, franchement, c'est des protestations sans effet. Je veux dire, la ministre, elle fait ça, et alors? Et une fois qu'elle a fait son tweet, qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc, je dis, si on veut effectivement réglementer pour faire en sorte que ça soit pas une personne comme ça qui peut décider d'influencer et de peser sur la ligne éditoriale d'un média en fonction de ses intérêts économiques, il faut passer par la loi, il faut protéger la liberté de la presse. Pardon ? Elle dirait quoi cette loi ? Que par exemple, on ne peut pas avoir
tous les médias, D'accord. tous les Très bien. sites de presse qui sont détenus par quelques personnes, qu'il y ait une loi de déconcentration, ça existe dans d'autres D'accord. pays. Donc il y aurait pas, Bolloré n'aurait pas à la fois Europe 1, le JDD oui. et CNews, mais s'il n'avait que le d'accord, JDD, il ferait ce qu'il veut au JDD quand Très même. bien, mais le problème qui est posé, c'est pas juste le fait qu'il débarque quelqu'un et qu'il le remplace à la tête du JDD, c'est que ça s'inscrit après ce qu'il a été fait à Europe 1, ce qui a été fait après à CNews. CNews. Et si vous voulez un principe élémentaire qui est un principe de pluralisme, vous ne pouvez pas concentrer l'ensemble des médias dans les quelques individualités qui tiennent sur une seule main. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter les protestations sans effet. Et maintenant, il faut passer à la loi. Le Conseil d'État examine les requêtes d'associations qui contestent l'interdiction qui est faite aux filles de jouer au foot avec un hijab. Manuel Bompard, est-ce qu'une fille doit pouvoir jouer au foot avec un hijab ? Écoutez, vous l'avez dit, il y a le Conseil d'État qui a été saisi. On verra quelle est sa décision. Pour l'instant, si j'ai bien compris, le rapporteur du Conseil d'État, sur la base d'arguments juridiques, dit que manifestement cette interdiction est illégale. Voilà, c'est pour l'instant ce qui semble être la décision que va prendre le Conseil d'État. Et je trouve que les arguments juridiques qui sont présentés, je les trouve assez convaincants. Donc moi, je m'en remettrai bien évidemment à cette décision du Conseil d'État. L'avocat de la Fédé, Frédéric Tilliez, dit les hijabeuses sont le drapeau d'un islam archaïque et liberticide. Mais c'est parti là, c'est la nouvelle polémique estivale. C'est-à-dire que il y a 2 semaines c'était les abayas, il y a 1 an c'était les burkinis. Je sais pas, cette année il y a pas de piscine, il y a pas de plage. Qu'est-ce qui se passe ? On parle pas de ça. Écoutez, franchement, voilà, moi je vous dis les choses franchement. C'est les hijabeuses qui ont attaqué une décision. Très bien. Il y a le Conseil d'État. Le Conseil d'État va prendre la mesure qui est la sienne. Je suis attaché de manière très forte à la défense de la laïcité. Mais j'en ai assez que dans ce pays, on instrumentalise la défense de la laïcité pour pointer du doigt en permanence une communauté religieuse et les représentants ou les personnes de confession musulmane dans ce pays. Ça a un caractère insupportable. Donc ça suffit, stop. Parce que derrière, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont pas les bienvenus dans notre pays. Alors que quand on pratique la religion musulmane, 99,99% des gens qui la pratiquent, comme d'ailleurs pour les autres religions, le font dans le respect de la loi, le font dans le respect de la laïcité, et ils en ont marre d'être pointés du doigt et de servir de chair à canon politique ou médiatique en permanence. Donc stop, arrêtons ça, parce qu'on est en train de faire beaucoup de mal à notre pays. Je vais vous montrer une photo où vous allez certainement vous reconnaître. On vous y voit. Alors j'y suis. À droite, vous y êtes à droite avec Jean-Luc Mélenchon au camp d'été de la Jeune Garde, qui est un groupuscule antifasciste adepte du coup de poing contre les groupes fascistes. Est-ce que cette visite vous soutient ? Non, mais d'abord, moi, j'ai été invité à participer à ce camp d'été. J'y ai répondu très favorablement. Vous dites quelque chose qui est inexact. La Jeune Garde est un mouvement antifasciste de défense qui garantit le fait que quand des militants sont agressés dans les rues à Lyon, oui, ils font en sorte que les militants ne puissent pas être agressés dans les rues à Lyon. Ils n'affrontent jamais violemment des groupes d'extrême droite. Mais vous vous basez sur quoi pour dire ça ? Je vous pose la question. Pas à ma connaissance, ils participent à des actions et à des initiatives qui sont des actions et des initiatives de protection et de défense pour que les militants qui défendent un certain nombre de causes ne soient pas agressés et menacés dans les rues comme ils l'ont été. Vous voulez qu'on parle de Lyon ? Il y a quelques semaines de ça, des militants de la France Insoumise, parce qu'ils distribuaient des tracts, se sont fait tabasser par l'extrême droite. Donc oui, quand il y a des groupes qui s'organisent pour faire en sorte que, parce qu'on a le droit dans ce pays de distribuer des tracts, même si ça plaît pas aux groupuscules d'extrême droite violents, racistes, qui essayent de faire la loi dans nos rues. Donc oui, quand il y a des groupes qui s'organisent pour faire en sorte de pouvoir garantir notre droit et notre liberté de pouvoir exercer nos libertés fondamentales, bien évidemment, je les soutiens. Merci beaucoup Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise, d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, les informés comme tous les soirs.